Hop, c'est parti ce matin. On reçoit nouvelle interview. Merci beaucoup, chers amis. À nouveau, je reçois Valérie Lopi. Bonjour Valérie, comment allez-vous? Très très bien, merci, bonjour. Alors, je vous présente, vous êtes venue il y a 2-3 semaines dans l'émission, suite à une vidéo que vous avez fait, parce que vous êtes directrice d'école, vous, et vous êtes référente des Patriotes. On a eu Nicolas Dupont-Aignan il y a quelques minutes. Vous êtes référente des Patriotes dans les Bouches-du-Rhône, et vous êtes membre de l'équipe nationale de Florian Philippot aux Patriotes. Et Emmanuel Grieux. Bonjour Emmanuel, comment ça va? Bonjour Nicolas, ça va bien toi? Ben, je suis en pleine forme. Alors, c'est intéressant, Emmanuel. Toi, tu es maire de Mandagou, Nungar, et tu es rentré dans le sillage de François Ruffin depuis quelques temps. Donc, c'est intéressant parce qu'on a ici deux membres de mouvement, on va dire, de mouvement politique. Et on va voir ce matin avec vous, est-ce que c'est pas le meilleur moment, finalement, de prendre la tangente et de peut-être voir ce qu'il est possible de faire si Emmanuel Macron démissionne. Première question à tous les deux. Valérie, Emmanuel Macron, hier, qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors, écoutez, égal à lui-même, en fait, c'est-à-dire, je pense qu'il sait qu'il est détesté de la majorité des Français, donc c'est vrai que sa réaction, c'était du hors-sol, une espèce de langage technocratique, méprisant, etc. Enfin, égal à lui-même, c'est-à-dire qu'en fait, ça parle, il nous le rend bien, en fait, on le déteste, mais alors lui, il nous déteste aussi, c'est clair et net. Voilà, donc du coup, en fait, on ne peut pas en tirer quelque chose, à part plus même moi, ça me donnait un sentiment où vraiment je me dis, voilà, voilà. S'il ne s'agissait pas de notre cher pays, j'aurais presque de la pitié, vous voyez, parce que je me dis, il n'a plus de cœur, il n'a plus rien, donc voilà. Voilà ce que. Voilà. Oui, merci. Et on va en discuter. Sa première question. Emmanuel, toi, maire de Mandagou, dans le Gard, notamment proche de François Ruffin. Tu en as pensé quoi une nouvelle fois? Je te sais peu amène avec Emmanuel Macron. Toi, quand tu l'as regardé, est-ce que tu l'as regardé déjà d'abord? Non. D'accord, ok. Bon, mais alors on s'en va, on se m'attend. D'accord, ouais. Quelque chose de plus intéressant. J'avais une réunion publique sur l'aménagement du territoire local. Écoute, moi, j'ai vu les extraits et les dires de chacun sur les réseaux, donc j'ai bien fait de pas regarder. De toute façon, c'est toujours pareil. Il n'a jamais tort, il ne sera jamais en cause. C'est pas de bonne perspective encore pour les 2 ans à venir s'il ne veut pas partir. Donc voilà, non, je ne regarde plus, mais non, c'est pas la peine. On est assez énervé comme ça par l'actualité, je ne vais pas m'amuser en plus à c'est vrai, Emmanuel, là-dessus, je te rappelle, toi, tu es maire rural, vraiment dans un petit village du Gard, nord du Gard, donc c'est intéressant aussi. Et tous les deux, vous avez directrice d'école, toi, petit maire du Gard, donc vous êtes déjà faites partie de mouvements politiques, et puis vous êtes concrètement aujourd'hui au feu, vraiment au feu tous les jours. Et Emmanuel, là-dessus, c'est des questions que je voulais vous poser à tous les deux ce matin, parce que ça m'intéresse. Effectivement, est-ce que c'est pas le meilleur moment de toi avec François Ruffin, peut-être, si jamais il y a un effondrement, parce qu'à un moment donné, il va y avoir un effondrement. Je ne vois pas comment ça peut bien finir, cette histoire, politiquement du moins. Est-ce que ce n'est pas le moment aujourd'hui, peut-être, de vraiment proposer quelque chose véritablement et de saisir l'opportunité, là, Emmanuel? Écoute, c'est un peu le message qu'a François évoqué hier avec la crise. C'est quand il a parlé, il a dit arrêtons de parler des personnes et parlons de quoi. Il a évoqué recettes, retraites, pépettes. Et je crois que c'était quelque chose d'intéressant, c'est qu'il faut s'accorder maintenant sur un projet. Il faut s'accorder plus que sur un projet, c'est que sur une action concrète. Et il faut arriver à agir directement, à proposer des choses, plutôt qu'à chaque fois partir sur des guerres de personnes ou des guerres de partis. C'est agaçant, je crois, et ça fait des années qu'on parle de ça, et ça fait des années que les Français en ont ras-le-bol. Moi, je le dis souvent, mais je m'inquiète par rapport à l'action politique qu'on mène localement, concrètement avec les gens, et le tous pourri que j'entends en permanence par mes concitoyens. C'est fatigant parce qu'en fait, on aimerait montrer autre chose. Localement, on montre autre chose, on construit autre chose avec les gens. Et de voir ce qui saccage au niveau national depuis 2017, essentiellement depuis 2017, parce qu'évidemment, ça avait commencé avant, il ne faut jamais oublier comment il est arrivé là, mais on essaye de montrer autre chose. Donc moi, je m'inquiète surtout par rapport à l'image de la politique avec un P majuscule, et puis nos institutions, quoi. Je veux dire, c'est le vivre ensemble, le construire ensemble. C'est quelque chose qui est important. C'est ça qui m'inquiète. Valérie, là-dessus. Oui, alors moi je pense que justement, je rejoins à ce que dit Emmanuel, c'est ça? Oui. Mais il me semble que justement avec cette crise, le peuple tend l'oreille, effectivement. En tout cas, voilà, honnit aujourd'hui les partis politiques et la politique politicienne. Bon, voilà, là c'est sûr que le ras-le-bol, il est chez tout le monde. Mais il me semble que là, le peuple, dans cette crise, s'intéresse
à son pays. C'est ça qui est intéressant, si vous voulez. Et moi, ça me donne de l'espoir dans le sens où c'est maintenant qu'il ne faut pas lâcher parce qu'on est sorti justement de cette pseudo-confiance aux partis politiques. On a compris que le système, de toute façon, c'est évidemment voulu que les partis politiques se fassent la guéguerre, parce que pendant que les partis politiques se fassent la guéguerre, eh bien, le peuple n'écoute pas, parce qu'en fait, c'est absolument pas intéressant. Mais là, les agriculteurs, donc voilà, Emmanuel est dans une commune rurale, eh bien, eux, ils ont les pieds sur terre. Hein, je veux dire, c'est pas les partis politiques qui les intéressent. C'est ce qu'ils sont en train de vivre parce qu'ils vont mourir, hein, c'est-à-dire ils vont disparaître si on laisse Macron sévir encore pendant 2 ans. C'est pas possible. Non, là, il s'agit de faire la première étape, de passer la première étape, c'est-à-dire de dégager Macron. Pour parler court, hein, soit avec l'article de la destitution, l'article 68, soit en tout cas de faire le rapport de force. Faire le rapport de force, parce que c'est pas le moment de lâcher maintenant, c'est pas la motion de censure, c'est pas voilà, il faut pas s'arrêter là, c'est faire en sorte que Macron dégage, hein, parce qu'en fait, les gens sont prêts aujourd'hui à entendre l'origine de nos mots, qui est que nous ne sommes pas souverains. Donc, de toute façon, n'importe quel parti politique, à partir du moment où on n'est pas souverain dans notre pays, qui s'appelle Tartampion ou autre chose, voilà, c'est la souveraineté. La souveraineté, ça passe par, moi, je pense, après un référendum. Et la première étape, c'est faire dégager Macron. Et le référendum, ça veut dire l'adhésion du peuple pour qu'il entende. Parce qu'en fait, les rouages, c'est quand même très facile à comprendre. Hein. Si vous n'êtes pas maître chez vous, en fait, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, ça ne passera pas. Voilà. Emmanuel, là-dessus, intéressant aussi, on s'est rendu compte que finalement, aux législatives, il y a eu un vote massif NFP, un vote aussi massif RN. Finalement, c'est un vote populaire aussi qui a fait tomber, qui a chamboulé toute l'Assemblée nationale et qui a fait tomber Barnier également. Est-ce que c'est pas, quel que soit le côté, c'est un vote populaire qui a refusé de voter soit LR, soit la Macronie. Donc là aussi, il y a une vraie prise de conscience à voir, qu'apparemment, il ne l'a pas. Hein, et même pas là. J'ai l'impression quand même que c'est pas été bien intégré par tout le monde, ça. Hein. Oui, mais c'est ce qui est sorti. La dernière fois, on en avait parlé d'ailleurs. C'est ce qui est sorti des élections, et ça fait quelque temps qu'on le sent de toute façon. C'est que ce soit d'un côté ou de l'autre, on a bien vu qu'il y a un besoin de rupture. Et ce besoin de rupture, il est maintenant partagé par tout le monde. Et on a besoin maintenant de reprendre les manettes, donc que les citoyens reprennent les manettes, mais aussi que l'État soit fort et que l'État reprenne aussi les manettes. Alors, on appelle ça souverainisme, on appelle ça aussi protectionnisme. Il y a besoin de remettre le protectionnisme en route, ce que l'Europe ne permet pas, ce qu'aujourd'hui, depuis les élites politiques depuis 40 ans ont refusé, ont abandonné plutôt, ils ont abandonné ce protectionnisme, et alors on est ouvert. Et on le voit bien, et c'est le discours de François également, c'est ce qu'il dit en permanence, c'est qu'il revient ce protectionnisme, et le besoin de reprendre les manettes aujourd'hui, ça devient indispensable, on le voit bien. Effectivement, je pense que les citoyens je ressens ça aussi quand on a eu quelques débats à droite à gauche en ce moment, on a eu des réunions, et effectivement, il y a une attente forte des gens. Ça, par contre, je partage également, il y a une attente forte des gens, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut aller entre le ras-le-bol des politiques et l'absence d'un consensus, parce que effectivement chacun y est derrière son bouclier et sa petite peur. Je pense qu'il y a besoin de rassembler. Il y a besoin de rassembler sur des valeurs humanistes. Je pense. Je suis toujours resté. J'en avais déjà parlé. Je suis toujours resté un profond gaulliste. Et là-dessus, je pense qu'il y avait quand même cette unité, cette certaine idée de la France et cet certain humanisme qui était intéressant, ce non-alignement qui était intéressant et qui résonne encore aujourd'hui. Je pense que c'est une voie il faut réinventer une voie avec le citoyen cette fois. Je pense qu'il faut mettre le citoyen au cœur du projet qui arrive de. Ça, il faut le remettre au cœur, notamment dans la participation. On l'a vu avec les Gilets jaunes et le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Je pense qu'il faut l'instaurer. Je pense que nos institutions ont besoin d'un coup de neuf. Il n'y a rien de mal à dire qu'on fasse une nouvelle constitution qui est mise à jour avec le peuple. On est à jour et on inclut dans cette mise à jour d'institutions le citoyen qui soit au cœur aussi, qu'on lui laisse une place dans cette décision. Je pense que c'est important. C'est intéressant de vous avoir tous les deux ce matin parce que finalement, je le répète, Emmanuel Brieux, maire à Mandagou dans le Gard, maire d'une commune rurale, toi qui es proche de François Ruffin, et Valérie Lopi, directrice d'école, membre des Patriotes dans les Bouches-du-Rhône et au Bureau national. Et on se rend compte que quand on vous écoute tous les deux, finalement, il y a beaucoup de points de convergence sur la Gouline, sur la souveraineté, sur tout ça. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant de vous entendre. On aimerait aussi vous entendre sur les grandes chaînes télé, mais apparemment ça c'est pas possible. Mais bon, nous, on est là pour ça. Vous êtes près de 12 500 ce matin en ligne, c'est vrai.
vraiment colossal. Vous êtes très, très, très nombreux. Je le rappelle, on est ce matin la première matinale YouTube de France avec, vous êtes plus de 2500. Merci, likez, partagez. On est en train, comme chaque matin, de péter les scores. Emmanuel, après, je me tournerai vers Valérie, bien sûr. Et merci à tous les deux d'être là ce matin. Le Mercosur, Emmanuel, le Mercosur, Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen tweet hier qu'elle vient d'atterrir et qu'elle devrait voter, alors c'était hier, et qu'elle va voter aujourd'hui ou demain le traité du Mercosur. Juste après que Lula ait dit à Macron, vous pouvez dire ce que vous voulez, la France peut bien faire ce qu'elle veut, de toute façon on va le signer. Est-ce que ça aussi, franchement, c'est pas une nouvelle goutte dans la jarre qui est absolument pleine et qui va déborder, ça va leur péter dans les doigts, hein, enfin cette histoire de Mercosur. Hein. Mais non, mais l'Europe en général, moi je le vois bien, ne serait-ce que dans de la distance qu'il existe entre la commune et par exemple l'intercommunalité ou la région. Déjà le citoyen s'y paie. Alors l'Europe, on sent bien que de toute façon le citoyen il comprend rien, il est loin, il voit bien que les décisions il les détermine comme illégitimes. Von der Leyen crée en plus un politburo qui n'a aucune illégitimité. Ici même sur notre territoire, en 2016 peut-être, on avait voté une motion dans le territoire du pays Biganais pour déclarer le territoire du pays Biganais territoire anti-TAFTA. TAFTA et CETA. Donc, on avait préparé le Mercosur il y a quelques temps. Évidemment que ce Mercosur participe encore de la dislocation de notre société, mais en plus de la... Mais alors, je vais rester poli, mais disons que notre pays, il est ouvert à tous les vents. Là, c'est impossible. C'est-à-dire qu'on importe des choses chez nous qui ne respectent pas les normes qu'on impose à nos agriculteurs. Je veux dire, rien que ça, déjà, ça devrait suffire à dire ce Mercosur, non, c'est pas possible, c'est totalement injuste. Et les accords de libre-échange ont prouvé en 40 ans d'existence que c'était tout sauf bénéfique à notre pays, depuis le début. Donc, il faut arrêter avec ce néolibéralisme, il faut rajouter du protectionnisme. Et ces actes de libre-échange, ça suffit. Non, c'est une aberration. Et qu'en plus, une commission illégitime prenne cette décision supranationale, eh bien, non, je pense que l'État en France doit affirmer, nous ne respecterons pas le Mercosur. Bon, je pense qu'il faut l'affirmer. Ouais. Valérie, là-dessus, j'imagine que vous paraît que le Mercosur vous excède, bien entendu, et surtout le mensonge aussi, parce que là, il y a un véritable mensonge d'État sur le Mercosur et de la classe politique. Oui, mais de toute façon, pourquoi l'Union européenne s'arrêterait? Pourquoi Ursula von der Leyen? C'est le fondement de l'Union européenne, les traités de libre-échange, puisqu'en fait, c'est le commerce. Vous voyez, donc du coup, les peuples d'Europe, ce n'est pas du tout l'objectif. C'est le commerce et c'est l'oligarchie. Donc, on n'a rien à attendre. Moi, j'ai été conseillère régionale pendant 10 ans. Donc, les financements du conseil régional sont directement ceux de l'Union européenne. Par la FEDER, notamment. Notre nation, pour démanteler le pays, si vous voulez. Donc, du coup, c'est totalement contraire à la souveraineté. Donc, voilà, c'est ce système-là qui nous anéantit, et Ursula von der Leyen fait ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire que bien sûr qu'elle va continuer les traités de libre-échange. C'est le fondement, c'est le fondement de l'Union européenne. Vous voyez, donc du coup, comme le commerce des vaccins, comme tout ça. Donc vous voyez que c'est totalement contraire au bien des peuples. Mais moi, je pense que voilà, le peuple est intelligent, et effectivement, pour le faire, il faut faire appel à lui. Et aujourd'hui, moi, c'est ce qui me donne de l'espoir. Il reprend justement, il l'écoute parce qu'il n'a pas confiance non plus au Parlement français. Vous voyez, je veux dire, quand vous avez des oppositions qui s'opposent mollement parce qu'ils ont leurs intérêts de parti, encore une fois, le système a intérêt à faire des partis politiques. Voilà, les partis, c'est pas le problème. Donc voilà. Donc du coup, bien sûr que le Mercosur, c'est la fin de notre agriculture, parce qu'elle était déjà très très mal avec les autres traités, le TAFTA. Oui, c'est le coup, le dernier coup dans le portefeuille. C'est le coup de grâce, voilà. Et puis donc, d'ailleurs, dans les médias, on ne voit pas toute la détermination de nos agriculteurs. Là, ils continuent à se mobiliser. On a parlé des profs, mais on n'a pas parlé des agriculteurs, alors que quand même que la mobilisation des agriculteurs est énorme, et leur souffrance est vraiment très grande. Voilà. Oui, et effectivement, on l'a vu d'ailleurs, on a vu l'Assemblée nationale il y a 10 jours qui nous a encore fait une mascarade. Je suis désolé de le dire, chers députés, avec ce vote pour ou contre le Mercosur, en sachant très bien qu'il ne sert strictement à rien.
Il ne vaut pas plus qu'un résultat en fin d'après-midi dans un club de bridge, mais c'est pas grave, ils ont laissé penser que même les médias mainstream ont dit ça. Emmanuel, ton côté, les agriculteurs, quelle est la tendance en ce moment? Parce qu'on voit que c'est quand même, notamment dans nos régions à nous, puisque tu es dans le Gard, je suis dans l'Hérault, on voit que c'est de plus en plus dur, manifestement, et l'explosion sociale, on imagine que quand ils vont apprendre ça, ils le savent, mais vraiment quand ils vont le lire concrètement sur des médias comme le nôtre, sur Tocsin ou autre, à mon avis, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, ça va ressembler à un tsunami. Oui, mais il y a une inquiétude qui est partagée, une inquiétude qui est latente, parce qu'en plus, c'est pas que c'était nouveau, mais comme tout ce qui se passe dans la société aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils avaient tout vu déjà avec la crise des Gilets jaunes, tout était là, dans les cahiers de doléances, tout était là. Aujourd'hui, ça revient encore une fois, les agriculteurs sont dehors, ils s'inquiètent parce que, ajouté à la situation économique, vous avez la situation climatique qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus des saisons régulières, et ça, c'est constaté, c'est avéré, on le voit ici avec la culture de l'oignon doux, on a eu des saisons totalement irrégulières. Vous ajoutez les deux et le fait que personne ne les accompagne, mais qu'au contraire, on les enterre, vous imaginez ce que ça donne. Aucune perspective. Vous avez des exploitations qui sont familiales et donc ils se posent des questions légitimes sur la succession de leurs enfants, sur la viabilité de la culture de leurs enfants. Forcément, quand ils se retrouvent seuls, ça les inquiète. Nous, on essaye de pallier localement, justement, avec les collectivités, on essaye de mener des plans à bien, justement, pour les accompagner dans les carences de l'État. On pallie aux carences de l'État localement, mais on le sent bien. On sent bien ces inquiétudes qui sont permanentes et cette méfiance qu'il y a à l'égard aussi des politiques. On le sent bien, ça, par contre. Ça, on l'a bien senti ces derniers temps. Ouais, Valérie, là-dessus, effectivement, pareil, les agriculteurs, vous le savez, aujourd'hui, ils sont dans une panade incroyable et on a l'impression d'être écrasés, en fait. C'est ça qui est terrible, c'est que, quelle que soit la chapelle politique qui vous occupe, on a quand même l'impression d'être sous un rouleau compresseur et que le vote des Français, que la souveraineté des Français a été depuis très longtemps remise à la cave. C'est d'ailleurs, c'est ça qui est le plus inquiétant. Moi, j'ai de la famille encore dans l'agriculture, qui sont éleveurs dans le Charolais. Et il y a quelques années, déjà, ils me disaient qu'ils étaient contrôlés par l'Europe au point où on allait leur dicter, c'est des paysans depuis de plusieurs générations, leur dicter à quel moment ils devaient, par exemple, curer les fossés. Les fossés, je veux dire. Donc, l'Union européenne, les technocrates fonctionnaires, voilà. Et puis, ils passaient leur dimanche à remplir des formulaires pour leurs bêtes, pour dire qu'elle avait bien pris, qu'on leur avait bien fait tel traitement, etc. Donc, voilà, c'est une espèce d'union soviétique qui, alors que l'agriculteur, ces gens qui ont bien les pieds sur terre, bien sûr, connaissent leur métier et ne peuvent plus vivre de leur métier. C'est terrible. Vivre de leur métier, et on leur promet des petits sucres. En Camargue aussi, je vois, on leur promettait des petits sucres qui s'appelaient les aides couplées, qui n'arrivaient pas, pour pouvoir survivre. Vous voyez, donc en fait, vous êtes dans l'anxiété permanente parce que la subvention truc-muche n'arrive pas à l'heure. Et puis, pendant ce temps, vous n'êtes pas vraiment sur le terrain à vous occuper soit de vos animaux, soit de vos champs. Et donc, non, mais il faut arrêter ça. Surtout qu'en fait, on donne beaucoup d'argent. La France donne beaucoup d'argent à la PAC et on n'en reçoit qu'une part. Donc, c'est complètement débile, quoi. À un moment donné, si vous voulez, si l'État décide, à un moment donné, s'il est souverain et si les agriculteurs ont besoin d'un coup de pouce à un moment donné parce que la saison n'a pas été bonne, etc., eh bien, c'est l'État qui doit le décider. Et ça ne doit pas passer par l'Union européenne avec leur leçon de morale. Alors, une dernière question à tous les deux. Il nous reste encore 3-4 minutes dans cette émission, cette interview. Après, je vous rappelle, vous êtes près de 13 000 actuellement en ligne. Merci beaucoup. Une nouvelle fois, Tocsin est la première matinale sur YouTube ce matin, bien devant les autres grosses chaînes. En tout cas, merci à tous d'être là. Après, c'est Louis Fouché sur le rapport qui nous vient des USA. Vous allez voir une interview exclusive de Louis Fouché qui sera là dans quelques minutes. Mais dernière question pour mes invités. Emmanuel Grieux, maire de Bandagou dans le Gard, maire rural, également proche de François Ruffin, et Valérie Lopi, qui, elle, est directrice d'école et proche, j'en fais tomber le micro, qui est proche de Florian Philippot au Bureau national. Là-dessus, qu'est-ce qu'il faut faire à un moment donné pour ne plus voir Emmanuel Macron à l'Élysée? Emmanuel, franchement, il ne veut pas démissionner, il l'a hier. Est-ce que la destitution, ça a été mis sur la table au bureau des présidents? Ça n'a pas été voté non plus. Là, aujourd'hui, il faut une crise économique de première envergure? Enfin, c'est compliqué, là, Emmanuel?
Qu'est-ce qu'il faut? Franchement, là, honnêtement, bien malin qui pourrait le dire depuis la dissolution. Ouais. Ce type-là, il a fait une dissolution. Depuis 2017, il ravage nos institutions. C'est quelqu'un, on le sait, on en a parlé, mais c'est le cost killer qui a été embauché par les fonds de pension pour faire une OPA plutôt agressive sur la France en 2017. Donc, évidemment, les institutions, évidemment que le citoyen, évidemment que la République française et la démocratie, c'est pas quelque chose qu'il connaît. Donc, il les utilise comme des outils mécaniques sur la finance. Et on le voit bien le résultat aujourd'hui. Depuis la dissolution, c'est n'importe quoi. On arrive dans une situation de la 4e République ingouvernable. Demain, est-ce que le fait de destituer, même rien que de le dire, déjà, j'y crois pas, étant donné que l'Assemblée nationale ne sera jamais opérationnelle pour le faire. Donc, la destitution serait une solution. Si oui, pourquoi? Dans quelles conditions? Je pense que si on n'a pas les conditions d'un débat public qui est là, vous allez avoir quoi comme résultat? Un débat tronqué avec un résultat incontrôlé? Je ne sais pas, il faut qu'on va instaurer un vrai débat de confiance, il faut qu'on arrive à redonner une place et surtout un chemin en rupture totale avec ce qui se passe depuis 40 ans et qu'on ait confiance dans cette manœuvre citoyenne, à cette nouvelle espoir citoyen. Je pense qu'il faut reconstruire un espoir et donc le temps du débat, le temps long. Je sais que je suis un dada à ma participation citoyenne puisque je déploie la participation citoyenne depuis 4 ans, on va mettre en place un nouveau conseil citoyen et je pense qu'il faut instaurer le temps long à cette chose-là. Le temps long, aujourd'hui, le retrouver dans le temps saccadé, dans le temps oppressé dans lequel on est, c'est pas simple. La solution, bien malin qui pourrait la dire, je ne peux pas, il n'y en a pas un qui peut dire j'ai là. Oui. Alors, moi, j'ai une idée. Alors, moi, j'ai une idée. Alors, si vous voulez, la politique, c'est aussi et c'est surtout un rapport de force. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut aller casser la figure à Macron. Mais si vous voulez, là, on n'a jamais entendu autant les gens, c'est-à-dire le peuple, les gens, dire Macron destitution. On l'a entendu dans les manifestations, on l'entend à chaque fois que Macron… 63%, je me permets Valérie, je vous laisse terminer, 63% des Français veulent la démission d'Emmanuel Macron. Alors attendez, on a le rapport de force. Il faut arrêter de se dire, excusez-moi, monsieur Macron, est-ce que vous voulez bien prendre la porte de la sortie? Non, c'est nous qui devons le dégager. Ça s'appelle un rapport de force. Mais il y est là, c'est-à-dire en notre faveur, 63% des Français. Donc, il faudrait peut-être l'entendre, ça. Vous voyez. Et après, bien sûr qu'on ne va pas lui demander son avis, parce que le monsieur, il a été élu, donc il ne va pas dire, oui, d'accord, je suis… Alors, c'est sûr que le général, ce n'est pas le général de Gaulle que l'on a au pouvoir. Le général de Gaulle, il a fait un référendum et il a été honnête puisqu'il a… Voilà. Mais il est évidemment… Ce n'est pas du tout le style de Macron, sinon on le saurait. Voilà. Donc, on a le rapport de force. C'est là-dessus qu'il faut être déterminé. Rapport de force. Et ça veut dire que l'article 68 prévoit que quand le président a manqué et a manqué à son devoir, eh bien, la haute cour doit le juger et le destituer. Et il faut de nouveau, il faut toujours que le peuple se fasse entendre. Il y a une manifestation là samedi après-midi à Paris. Je pense qu'il y aura du monde parce que les gens veulent expurger leurs sentiments de Macron dégage, c'est pas possible. Et c'est la première étape. Après le débat, bien sûr, parce qu'il faudra réélire un président. Et là, ça sera l'occasion de ne pas, présenter des candidats avec le système des 500 parrainages par les élus, parce qu'on sait très bien comment ça marche, puisque chaque parti a avantage à dire, ben non, alors, si je parraine un tel, eh bien, du coup, je vais avoir en retour telle place. Les maires ne veulent même plus parrainer parce qu'en fait, ils ont les représailles s'ils n'ont pas… Parce que c'est rendu public en plus depuis les 2 dernières fois. Donc voilà, donc c'est l'occasion justement de demander un parrainage citoyen, parce qu'en fait, c'est quand même… Voilà. Donc voilà, le rapport de force y est, donc c'est justement pas le moment de lâcher l'affaire. Et bien sûr que c'est pas Macron qui va nous dire Mais en fait, on sait très bien que Macron, il a dit qu'il n'y aurait pas de motion de censure, il y en a eu une, qu'il n'y aurait pas de vaccinal, il y en a eu un. Donc en fait, sa parole, en fait, ça compte pas. C'est pas lui qu'il faut écouter. En tout cas, on verra bien. En tout cas, merci Valérie Lopi d'être venue ce matin, directrice d'école, également membre des Patriotes de Florian Philippot dans les Bouches-du-Rhône, et vous êtes au Bureau national. Et
Emmanuel Grieux, maire de Mandagou dans le Gard. Allez-y, allez y faire un tour, vous allez voir, c'est très très simple. Allez voir Emmanuel Grieux, notamment, et bien sûr Valérie Lopi, mais sur les participations citoyennes, et également proche de François Ruffin sur ce nouveau mouvement qui est en train de se mettre en place. C'était très intéressant de vous avoir tous les deux, parce que vous faites partie tous les deux de deux mouvements politiques très distincts, mais finalement, il y a quand même pas mal de points de convergence sur la souveraineté, sur la protection, et sur la parole au peuple, et sur la décision souveraine du peuple. Merci à tous les deux d'être venus ce matin. On vous souhaite une excellente journée, un excellent vendredi, un excellent week-end.